Staline transforma l'Union soviétique en un État gouverné par la peur. Sous son commandement, la politique devint répression et la loyauté devint la seule façon de survivre. La machine du pouvoir ne laissa de place ni au doute ni à la dissidence. Le parti, les institutions et la société ont été façonnés de force. Le contrôle absolu a éliminé les rivaux, a fait taire les voix et a transformé l'obéissance en norme. Chaque pas était surveillé, chaque mot pouvait devenir une condamnation. Le système fonctionnait non pas avec confiance, mais avec terreur. Comment un seul homme a-t-il réussi à concentrer autant de pouvoir sans opposition réelle? Qu'est-ce qui a permis à l'obéissance de remplacer le débat et à la peur d'élever des murs plus solides que toute frontière? Quel héritage a laissé un gouvernement qui a fait de la discipline son arme la plus létale? En avril 1922, l'Union soviétique tentait de se consolider après la dévastation de la guerre civile. Dans ce contexte, Iosif Djougashvili reçut un poste qui semblait secondaire, secrétaire général du comité central du Parti communiste. Officiellement, ses fonctions étaient administratives, centrées sur la coordination des nominations et le maintien de la machine bureaucratique. Pour des figures de plus grand prestige comme Trotsky, Zinoviev, Kamenev et Boukharine, ce poste semblait insignifiant face aux discussions stratégiques qui se déroulaient au Politburo. Cependant, Staline comprit que cette apparente faiblesse était une opportunité. Depuis le secrétariat général, il commença à tisser un réseau de loyauté au sein des comités locaux et régionaux. Grâce à l'inspection ouvrière et paysanne et à la commission de contrôle, également sous son commandement, il installa des fonctionnaires qui dépendaient directement de lui pour maintenir sa position. Chaque transfert et chaque promotion renforçait un réseau invisible qui, en quelques années, lui procura un avantage politique décisif. Au cours de ces mêmes années, Vladimir Lénine souffrait des séquelles de plusieurs attaques cérébrales qui l'éloignaient de la direction effective du parti. Entre décembre 1922 et janvier 1923, il dicta ce qui serait plus tard connu comme son testament politique. Il y signalait les faiblesses des principaux dirigeants bolcheviques, mais ses avertissements concernant Staline étaient particulièrement sévères. Il le décrivait comme grossier et dangereux dans l'exercice du pouvoir et suggérait son remplacement au secrétariat général. Pourtant, après la mort de Lénine le 21 janvier 1924, ce document fut soigneusement contenu. Staline, allié à ce moment-là avec Zinoviev et Kamenev, réussit à empêcher sa diffusion publique en arguant que le fondateur de l'État soviétique n'avait pas écrit ses notes dans des conditions de pleine lucidité. De cette manière, l'avertissement s'est dilué dans les cercles internes. Léon Trotsky, avec son prestige militaire et révolutionnaire, représentait le principal obstacle à la consolidation de Staline. Il avait été l'organisateur de l'armée rouge pendant la guerre civile et jouissait d'une autorité morale incomparable. Mais il manquait d'une structure de parti solide. Ses interventions oratoires et écrits théoriques contrastaient avec l'action patiente de Staline, qui assurait des positions dans les secrétariats régionaux, les organisations de jeunesse et les comités de base. La différence dans la construction du pouvoir s'est rapidement révélée déterminante. En 1923, Trotsky dénonça la bureaucratisation croissante du parti. Cette critique fut présentée par Staline et ses alliés comme une violation de la discipline interne établie au 10e congrès. Ils l'accusèrent de fractionnisme, c'est-à-dire de diviser le parti à un moment où la reconstruction nationale exigeait de la cohésion. Le résultat fut son isolement politique. 2 ans après, il perdit son poste de commissaire de la guerre et en 1927, il fut expulsé du comité central et ensuite du parti. Pour 1929, il avait déjà été déporté hors de l'Union soviétique, laissant Staline sans son rival le plus prestigieux. La fin de Trotsky ne signifia pas la fin des manœuvres. L'alliance initiale avec Zinoviev et Kamenev s'est fracturée et Staline recherchait de nouveaux soutiens parmi des dirigeants comme Boukharine, Rykov et Tomsky. Ceux-ci défendaient une ligne économique plus modérée, tolérante avec la paysannerie et favorable à un développement progressif. Avec leur soutien, Staline a promu la thèse du socialisme dans un seul pays, en contraste avec la stratégie trotskiste de révolution permanente. Se présenter en défenseur de la stabilité interne face aux aventures internationales lui accorda une marge de crédibilité auprès de larges secteurs du parti. La trêve avec les modérés a duré peu.
Vers 1928, la crise d'approvisionnement en grains et les tensions avec la paysannerie ont offert un nouveau scénario. Staline a accusé Boukharine et ses alliés de favoriser les koulaks, les paysans aisés, et de freiner l'industrialisation. Le différend a mené à la perte d'influence de Boukharine, qui a cessé de contrôler la Pravda et a été marginalisé des organes de direction. En quelques années, les différentes alliances que Staline avait tissées se sont désintégrées l'une après l'autre, mais chaque rupture finissait par consolider encore plus son hégémonie. Le pouvoir ne s'affirmait pas seulement sur le terrain politique. Parallèlement, Staline promut un culte autour de sa personne. Les biographies officielles commencèrent à magnifier son rôle dans la Révolution d'Octobre et dans la guerre civile, tandis que la presse le présentait comme l'héritier direct de Lénine. Ses interventions apparaissaient fréquemment dans les journaux et, au congrès du parti, son nom était cité comme garant de la continuité révolutionnaire. La construction de cette image n'était pas seulement de la propagande, elle renforçait la perception de l'inévitabilité autour de son leadership. L'appareil répressif a joué un rôle croissant dans ce processus. L'OGPU, héritier de la Tchéka, a été utilisé pour surveiller les dirigeants suspects et produire des dossiers pouvant être utilisés pour justifier des expulsions ou des exils internes. Certains opposants ont été envoyés en Sibérie ou dans d'autres régions reculées, tandis que d'autres ont été éliminés de manière sélective. L'interception de la correspondance est devenue une ressource habituelle pour documenter les opinions critiques et les utiliser comme outil de pression. De cette manière, la répression a acquis une fonction politique très précise. Non seulement elle punissait, mais elle disciplinait également. La manipulation bureaucratique était un autre des mécanismes clés. Staline contrôlait les agendas des réunions du Politburo, décidait quels sujets étaient discutés et dans quel ordre, et influençait la rédaction des résolutions. Son accès privilégié aux documents internes lui permettait d'anticiper les positions et de préparer des contre-attaques. Avec ces avantages, il neutralisait ses rivaux avant qu'ils ne puissent organiser une résistance effective. Peu à peu, le centralisme démocratique s'est transformé en un système où la discipline pesait plus lourd que le débat. Les organisations de base du parti reflétaient également cette concentration de pouvoir. Les secrétaires régionaux, nommés depuis Moscou, reproduisaient des pratiques de contrôle qui subordonnaient la vie politique locale à la ligne dictée par le centre. Les congrès du parti sont devenus des cérémonies d'adhésion, où des décisions déjà prises par un groupe restreint étaient ratifiées. La délibération ouverte, propre aux premières années, a été remplacée par des rituels soigneusement orchestrés. À la fin de la décennie, le parti avait changé de nature. Ce qui était né comme un instrument de débat et d'action révolutionnaire s'était transformé en une structure hiérarchique, contrôlée depuis le sommet et renforcée par un appareil répressif de plus en plus sophistiqué. Les purges internes n'étaient plus justifiées comme des disputes personnelles, mais comme une défense du socialisme face à des ennemis internes. Le discours légitimait les expulsions et marginalisations comme des actes nécessaires pour préserver l'unité. Les bases du régime stalinien étaient ainsi établies. Le contrôle absolu des nominations, l'utilisation de l'appareil répressif, la manipulation de l'information interne et la construction d'un culte de la personnalité ont créé un système politique différent de celui imaginé par Lénine. L'État soviétique conservait sa forme extérieure, mais son contenu avait changé de manière profonde. Le scénario était prêt pour des politiques qui, dans la décennie suivante, atteindrait une dimension totale, soutenue par une machinerie qui avait déjà prouvé son efficacité dans l'élimination des résistances internes. En 1929, une fois consolidé son contrôle sur le parti, Staline entreprit une transformation qui altéra de manière irréversible la vie dans les campagnes soviétiques. La politique officielle ordonnait de regrouper les terres en fermes collectives connues sous le nom de kolkhozes et en exploitations étatiques, les sovkhozes. La justification était d'industrialiser le pays rapidement en utilisant l'exportation de céréales comme principale source de devises. Les discours présentaient cette mesure comme l'élimination définitive des structures capitalistes rurales, mais en pratique, cela signifia un processus coercitif de grande envergure. La première étape fut la dékoulakisation. Dès le début de 1930, des brigades du parti et de l'OGPU classèrent des millions de paysans comme ennemis de classe. Il suffisait de posséder une petite machine, une paire d'animaux supplémentaires,
ou de manifester une opposition aux réquisitions pour être considérés comme kulaks. Le résultat fut la confiscation massive de propriétés et la privation d'outils de production de base. Des centaines de milliers de familles furent déportées vers des régions reculées de Sibérie, d'Asie centrale ou de zones arctiques. Les transferts se faisaient dans des wagons de marchandises sans chauffage ni ventilation, avec peu de nourriture et d'eau. Les voyages duraient des semaines et la mortalité pendant le trajet était élevée, surtout parmi les personnes âgées, les malades et les enfants. Leurs corps étaient souvent enlevés dans des gares intermédiaires ou jetés le long des voies. Les paysans qui sont restés dans leur village ont été confrontés à la confiscation directe d'animaux et de grains. Face à la perspective de tout perdre, beaucoup ont choisi de sacrifier leur bétail et leurs chevaux pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'État. Entre 1928 et 1933, le nombre de têtes de bétail bovin a été réduit à presque la moitié, ce qui a provoqué une baisse dramatique de la production de viande et de lait, ainsi que de la disponibilité de la force de traction animale pour la culture. L'agriculture a été affaiblie dans sa base matérielle avant que les nouvelles fermes collectives puissent s'organiser. Le gouvernement a maintenu des quotas de livraison obligatoires qui dépassaient la capacité réelle de production. Des brigades de réquisition, parfois accompagnées d'unités de l'armée rouge, parcouraient les villages à la recherche de réserves cachées. Les inspections incluaient le creusement des cours, l'ouverture des granges et l'examen des planchers en bois. Ceux qui étaient surpris à cacher de la nourriture subissaient des arrestations immédiates, des déportations ou des châtiments corporels. En août 1932 a été promulguée la loi dite des 5 épis, qui sanctionnait de longues peines dans les Chantichuandizan, camps de travail et même de la peine de mort, ceux qui ramassaient de petites quantités de grains dans les champs collectifs. Dans les premiers mois après son adoption, des dizaines de milliers de sentences ont été prononcées. Les conséquences furent dévastatrices. Entre 1932 et 1933, une famine d'une grande ampleur s'est produite. En Ukraine, les estimations démographiques situent le nombre de victimes entre plusieurs millions. Et dans l'ensemble du pays, on calcule un total de entre 6 et 8 millions de morts. Les rapports officiels envoyés à Moscou décrivaient des villages entiers sans nourriture, des corps non enterrés et une mortalité infantile massive. Malgré ces informations, les quotas de réquisition ont été maintenus sans modification et les exportations ont continué pour soutenir les plans d'industrialisation. L'Ukraine a été soumise à des mesures supplémentaires. Le déplacement des paysans affamés vers d'autres régions a été interdit et des cordons de sécurité ont été établis pour empêcher leur arrivée dans les villes. Simultanément, des opérations spéciales de réquisition ont été menées sous prétexte que la population ukrainienne dissimulait systématiquement du grain. La répression a également atteint les dirigeants locaux qui proposaient des mesures d'allègement. Plusieurs cadres du parti régional ont été destitués et remplacés par des fonctionnaires loyaux à Moscou. En même temps, des campagnes culturelles contre l'utilisation de la langue ukrainienne dans les institutions éducatives et administratives ont été intensifiées. La propagande officielle présentait un tableau radicalement différent. Les journaux publiaient des chiffres de récolte gonflés et des photographies de fermes modèles soigneusement préparées. En 1933, la visite de l'homme politique français Édouard Herriot fut utilisée comme opération de camouflage. Il fut conduit dans des villages préalablement approvisionnés et les zones les plus touchées furent cachées. À son retour, il déclara n'avoir observé aucun signe de famine. Et ces déclarations furent exploitées diplomatiquement pour discréditer les dénonciations qui circulaient à l'étranger. Pendant ce temps, la répression atteignait les intellectuels, les militants et les paysans accusés de sabotage. Les déportations issues de la dékoulakisation dépassaient le 1,5 million de personnes entre 1930 et 1932. Les survivants étaient réinstallés dans des régions inhospitalières où ils devaient construire des colonies à partir de zéro. Beaucoup d'entre eux ont ensuite intégré la force de travail du système de camps en expansion. La répression a pris des formes de plus en plus sophistiquées. Des brigades spécialisées utilisaient des sondes en métal pour détecter les grains enterrés, des chiens dressés, localisaient des dépôts cachés et des récompenses étaient offertes à ceux qui dénonçaient leurs voisins. Enfants et adolescents étaient interrogés sur les pratiques de leur famille,
créant un climat de peur et de méfiance généralisée. La résistance paysanne, bien que fragmentée, existait sous de multiples formes. Il y a eu des incendies d'installations collectives, des destructions délibérées de machines et des attaques contre des fonctionnaires locaux. Quelques tentatives de défendre les réserves communautaires ont été réprimées par des arrestations massives et des déportations de villages entiers. La répression officielle répondait par des exécutions exemplaires et des procès publics visant à décourager de nouvelles actions d'opposition. L'impact démographique a été profond. Des régions entières ont perdu un pourcentage substantiel de leur population rurale, dans certains cas proche de la moitié. De nombreux villages ont complètement disparu, et la natalité a chuté de façon abrupte pendant des années. Les archives révèlent que les conséquences ne se sont pas limitées au décès direct, mais ont également inclus la dispersion des familles et la réduction durable de la croissance démographique. À la fin de 1934, plus de 90% des terres cultivables étaient sous contrôle de fermes collectives ou étatiques. La résistance paysanne avait été neutralisée à un coût humain et économique énorme. Le système résultant transformait les paysans en travailleurs soumis à des plans de production imposés depuis Moscou, avec la priorité placée sur le respect des quotas plutôt que sur l'approvisionnement des communautés locales. Les rapports internes envoyés au gouvernement central rendaient compte de l'effondrement économique de régions entières, mais les directives officielles ne furent pas modifiées. La collectivisation continua comme partie intégrante de la stratégie d'industrialisation, malgré les conséquences visibles sur la population. La famine et la violence n'ont pas signifié l'abandon de cette politique, mais plutôt sa consolidation par des méthodes plus rigides. Les paysans n'étaient plus propriétaires de la terre, mais des engrenages d'un système productif contrôlé d'en haut. Au cours de ces années, l'agriculture soviétique a cessé d'être une activité communautaire pour devenir un instrument subordonné aux plans étatiques de transformation accélérée. Le prix fut une crise humanitaire de proportions énormes et la création d'un modèle agraire qui marquerait le développement du pays dans les années suivantes. Le 1er décembre 1934, Sergueï Kirov a été assassiné au siège du Smolny à Leningrad. Dirigeant du parti dans cette ville et membre du Politburo, sa mort a eu un impact immédiat sur la structure soviétique. L'auteur matériel, Leonid Nikolaïev, a été arrêté sur place, mais les circonstances du crime n'ont jamais été pleinement élucidées. La version officielle l'a présenté comme un acte personnel, bien que dès le début des soupçons sur un arrière-plan politique aient émergé. Kirov avait acquis un prestige croissant au sein du parti et jouissait d'une popularité qui s'est reflétée lors du 17e congrès, célébré quelques mois auparavant, où il a reçu une ovation que certains ont considérée plus intense que celle dédiée à Staline. Son indépendance face à certaines mesures extrêmes de collectivisation le présentait comme une figure ayant le potentiel de contester l'influence au sein de la direction soviétique. L'assassinat a ouvert la voie à une nouvelle étape de répression systématique. Ce même jour, le gouvernement a adopté une loi qui simplifiait les procédures judiciaires dans les affaires de terrorisme. Les accusés seraient jugés sans droit à une défense adéquate et les peines de mort seraient exécutées immédiatement après leur prononcé. Cette législation a établi les bases légales pour ce qui allait se transformer en une répression de caractère massif. Dans les semaines qui ont suivi, des milliers de personnes ont été arrêtées. Le NKVD, sous la direction de Genrik Yagoda, a reçu l'ordre d'enquêter sur des conspirations supposées et l'affaire Kirov est devenue un prétexte pour lier d'anciens opposants à des complots d'espionnage et de sabotage fabriqués. Les méthodes employées pour obtenir des aveux étaient méticuleuses. La torture physique incluait des coups prolongés et des techniques conçues pour ne pas laisser de marques visibles. À cela s'ajoutait la privation de sommeil, l'isolement dans des cellules glaciales et les menaces dirigées contre les membres proches de la famille. Les interrogatoires pouvaient se prolonger pendant des semaines, jusqu'à ce que les accusés acceptent des accusations invraisemblables comme des conspirations internationales ou des attentats planifiés contre la direction soviétique. L'objectif n'était pas d'éclaircir des faits, mais de produire des aveux qui validaient publiquement le récit officiel. Entre 1936 et 1938, les procès les plus emblématiques ont eu lieu. En août 1936, Grigori Zinoviev et Lev Kamenev ont fait face à des accusations de complot avec Trotsky pour assassiner Staline.
Au cours du procès, ils ont avoué des crimes inexistants et ont été exécutés immédiatement. En janvier 1937, 17 fonctionnaires ont été jugés pour des accusations similaires. Karl Radek a admis avoir collaboré avec des agents étrangers et Grigory Piatakov a reconnu des conspirations liées à l'industrie lourde. Dans les deux cas, les aveux ont été obtenus sous la contrainte et les accusés ont été condamnés à mort ou envoyés dans des camps de travail. Le procès le plus significatif a eu lieu en mars 1938, lorsque Nikolai Boukharine et Alexei Rykov ont été jugés avec 18 autres dirigeants. Boukharine, reconnu comme l'un des principaux théoriciens du parti, a été accusé de diriger une organisation clandestine cherchant à restaurer le capitalisme. Les aveux obtenus sous pression ont scellé leur destin et celui de leurs compagnons qui ont été exécutés après le verdict. L'Armée rouge fut l'objet d'une purge sans précédent. En juin 1937, le maréchal Mikhaïl Toukhachevski et d'autres hauts commandants furent arrêtés, accusés de comploter avec l'Allemagne pour organiser un coup d'État militaire. Le procès s'est déroulé en secret et s'est conclu en quelques heures par l'exécution des accusés. Dans les mois suivants, 3 des 5 maréchaux du pays furent exécutés, ainsi que la plupart des commandants de l'armée et une grande partie des officiers de l'état-major. Cette purge a réduit drastiquement la capacité opérationnelle de l'armée rouge à la veille de la guerre qui approchait. En 1936, Nikolai Yezhov a remplacé Yagoda à la tête du NKVD. Pendant sa gestion, connue sous le nom de Yezhovtchina, la répression a atteint son apogée. Entre 1937 et 1938, les exécutions journalières se comptaient par milliers. Les ordres d'arrestation étaient émis en liste contenant des milliers de noms, et les condamnations étaient approuvées directement par Staline et son cercle proche. Chaque région recevait des quotas spécifiques de personnes à arrêter, juger et exécuter. Les responsables locaux rivalisaient pour dépasser ces chiffres comme preuve de loyauté. Lorsque les suspects habituels étaient épuisés, des citoyens étaient arrêtés au hasard pour respecter les chiffres établis. La répression a également affecté les familles des accusés. Les épouses étaient automatiquement arrêtées en tant que complices, tandis que les enfants de plus de 15 ans pouvaient être envoyés dans des camps de travail. Les plus jeunes étaient internés dans des orphelinats sous contrôle de l'État, ce qui introduisait la pratique de la culpabilité héréditaire. De cette manière, la punition transcendait l'individu et s'étendait à son entourage familial. Les méthodes d'exécution ont été systématisées dans des espaces conçus à cet effet. Dans le sous-sol de la Loubianka, siège du NKVD à Moscou, fonctionnait une salle d'exécution adaptée avec des systèmes de drainage pour faciliter le nettoyage. Les condamnés étaient exécutés d'une balle dans la nuque et leurs corps transportés dans des camions fermés vers des fosses communes à la périphérie de la ville. La routine bureaucratique de cette procédure transformait la mort en un acte administratif de plus de l'État. Les chiffres documentés révèlent l'ampleur du processus. Entre 1937 et 1938, environ 1,5 million de personnes ont été arrêtées. Parmi elles, environ 700 000 ont été exécutées et plus d'1 million envoyés dans le système de camps de travail. Aucun secteur social n'a été épargné. Paysans, ouvriers, techniciens, scientifiques, écrivains, fonctionnaires et militaires ont été touchés par les arrestations. Le climat social reflétait l'ampleur de la terreur. Les arrestations avaient lieu habituellement au milieu de la nuit, entre 2 heures et 5 heures. Les équipes du NKVD faisaient irruption dans les domiciles, fouillaient les effets personnels et emmenaient les accusés sans donner d'explication. De nombreuses familles ignoraient pendant des mois où se trouvaient les détenus. Les dénonciations se multipliaient entre voisins, collègues et même proches, alimentées par la peur ou la recherche de faveurs politiques. Les parents craignaient que leurs enfants ne répètent à l'école un commentaire entendu à la maison. Le silence et l'autocensure devenaient des normes quotidiennes. La manipulation de la mémoire faisait aussi partie de ce processus. Des photographes officiels ont été instruits pour éliminer des images les dirigeants exécutés. Les congrès, réunions et défilés ont été retouchés, effaçant des figures entières pour produire un enregistrement visuel conforme à la version officielle. Cette pratique a transformé les photographies en instruments de contrôle politique autant que les dossiers judiciaires. À la fin de 1938,
Yedjov fut destitué et par la suite exécuté. Lavrenti Beria le remplaça à la tête du NKVD, réduisant le rythme des exécutions massives, bien que la répression ne cessa pas. La réorganisation répondit plus à des motifs administratifs qu'à une remise en question des méthodes. L'État avait démontré qu'il pouvait éliminer de manière systématique ses opposants et manipuler la réalité politique, militaire et culturelle du pays. La période connue sous le nom de Grande Terreur a complètement transformé la vie soviétique. La haute direction du parti, l'armée et l'intelligentsia ont été soumis à une purge sans précédent. L'appareil d'État a perfectionné des méthodes légales, policières et de propagande pour exercer un contrôle total. Le résultat fut une société traversée par la peur, la méfiance et l'obéissance compulsive, des conditions qui marqueraient de manière durable la politique et la vie quotidienne en Union soviétique. Les premiers camps de travail ont émergé dans les années suivant la Révolution d'octobre. Sous Lénine, il existait déjà des installations pour les prisonniers politiques et les criminels de droit commun, mais elles étaient limitées en nombre et en portée. C'est dans les années 1930 que le système a pris une forme organisée à travers la direction principale des camps, connue sous le nom de Goulag, qui a centralisé l'administration de ces institutions. Depuis lors, les camps sont devenus un outil essentiel de contrôle politique, d'exploitation économique et de colonisation de vastes régions du territoire soviétique. L'expansion du Goulag s'est concentrée dans les zones les plus hostiles du pays. Kolyma, dans l'Extrême-Orient, est devenu célèbre pour ses mines d'or et son climat extrême, où les hivers pouvaient descendre à des températures impossibles à supporter sans protection adéquate. Vorkuta, situé dans le cercle polaire arctique, abritait des mines de charbon dans des conditions mortelles. Magadan fonctionnait comme centre de coordination dans le nord-est de la Sibérie, d'où étaient gérées les routes de transport et l'envoi de prisonniers. La géographie du Goulag reflétait la logique de placer les détenus dans des régions désolées, où l'exploitation des ressources coïncidait avec l'impossibilité pratique de s'échapper. L'un des principes les plus représentatifs du système a été conçu par Naftali Frenkel, ancien prisonnier devenu administrateur. Il a établi un mécanisme de ration lié à la productivité. Les prisonniers qui atteignaient les quotas de travail recevaient des vivres un peu plus abondants, tandis que ceux qui restaient en dessous subissaient des réductions. Dans un environnement de faim permanente, cela signifiait que la faible performance accélérait l'affaiblissement physique et conduisait souvent à la mort. La discipline reposait sur un cercle fermé, travailler plus pour obtenir un peu plus de nourriture, et échouer équivalait à être poussé à l'effondrement physique. La population carcérale était hétérogène, une partie significative était composée d'opposants politiques, mencheviks, trotskistes, anarchistes ou simples citoyens accusés d'activités anti-soviétiques. À ceux-ci s'ajoutaient des minorités nationales déportées telles que les Polonais, les Allemands de la Volga, les Tatars de Crimée, les Tchétchènes et les Baltes. Le clergé de différentes confessions a été persécuté de manière systématique, et avec eux entraient des intellectuels, écrivains et scientifiques qui avaient exprimé des opinions contraires au régime. La coexistence avec des criminels de droit commun, connus sous le nom d'Urki, créait des tensions constantes. Ces derniers jouissaient d'un certain soutien tacite des autorités qui les utilisaient pour contrôler les prisonniers politiques par la violence quotidienne. Le travail forcé constituait la base du système. Les détenus participaient à des projets emblématiques comme le canal de la mer Blanche, construit entre 1931 et 1933, où des dizaines de milliers de travailleurs sont morts. Malgré les pertes humaines, l'œuvre s'est avérée de peu d'utilité pratique, car ses dimensions étaient insuffisantes pour la navigation de navires de grands tirants d'eau. À Kolyma, les prisonniers travaillaient dans les mines d'or avec des outils rudimentaires, supportant des journées interminables sous des températures extrêmes. L'exploitation de la main-d'œuvre, plus qu'orientée vers l'efficacité économique, répondait à la logique d'obtenir des bénéfices immédiats aux dépens de la vie des détenus. Les conditions de vie étaient délibérément dures. L'alimentation était basée sur du pain de mauvaise qualité, des soupes claires et de petites portions de céréales. La malnutrition causait des maladies comme le scorbut, la dysenterie et la tuberculose. Les vêtements étaient insuffisants pour résister aux hivers et les baraquements, mal isolés, ne garantissaient pas de protection contre le froid. Le surpeuplement empêchait un repos adéquat,
ce qui augmentait la vulnérabilité aux maladies et aux accidents. Les femmes prisonnières souffraient de manière particulière. Les abus sexuels par les gardiens et les criminels de droit commun étaient fréquents et rarement sanctionnés. Les grossesses dans ces conditions se terminaient souvent par des accouchements insalubres et une haute mortalité infantile. Les punitions étaient appliquées même pour des infractions mineures. La réduction des rations, le confinement dans des cellules non chauffées et les passages à tabac public étaient des méthodes courantes pour maintenir la discipline. Les tentatives d'évasion étaient punies par une exécution immédiate et les corps des fugitifs abattus étaient exposés comme avertissement pour dissuader les autres. La brutalité du système était conçue pour renforcer l'idée que l'obéissance était la seule voie possible de survie. La littérature ultérieure a documenté ces expériences. Alexandre Solzhenitsyn a réuni des témoignages dans son œuvre L'archipel du Goulag, tandis que Vassili Chalamov a décrit dans Récit de la Kolyma la vie dans des conditions extrêmes, où la survie dépendait souvent du sacrifice de principes éthiques. Tous deux ont montré comment le système détruisait à la fois l'intégrité physique et les liens sociaux et moraux. L'administration du Goulag a développé des pratiques pour cacher l'ampleur de la mortalité. Il était courant de libérer des prisonniers en phase terminale pour qu'ils meurent en dehors des registres officiels. Ainsi, les statistiques donnaient l'apparence d'une efficacité plus grande qu'elle n'était réellement. Le système fonctionnait également comme moteur de colonisation. Des villes entières, des réseaux ferroviaires et des routes ont été construits par des prisonniers dans des zones où la main-d'œuvre libre se serait difficilement installée. Magadan, Vorkuta et d'autres établissements doivent leur existence au travail forcé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps ont adapté leur production. De nombreuses usines internes fabriquaient des uniformes, des munitions et d'autres matériaux militaires. Certains prisonniers ont été libérés et envoyés directement au front, dans un contexte où chaque soldat était nécessaire. Même des membres du clergé, persécutés dans les années précédentes, ont été temporairement réhabilités pour mobiliser le soutien social. Cependant, la plupart des condamnés sont restés dans le système, purgeant des peines complètes dans des conditions inchangées. Les réductions de peine étaient exceptionnelles, la liberté conditionnelle était pratiquement inexistante et même après avoir été libérés, les anciens prisonniers faisaient face à de sévères restrictions. Beaucoup avaient interdiction de retourner dans leur lieu d'origine et étaient obligés de s'établir dans des régions périphériques sous surveillance. Le stigmate social les accompagnait en permanence. Ils étaient présentés comme des individus dangereux, ce qui rendait difficile l'obtention d'un emploi, l'accès à l'éducation ou l'intégration dans la vie communautaire. Ce stigmate affectait également leur famille, reproduisant une condition héréditaire de suspicion et de marginalisation. Les archives révèlent qu'entre 1930 et 1953, entre 18 et 20 millions de personnes sont passées par le système. Les décès enregistrés sont estimés entre 1,5 million et 3 millions, dus aux exécutions, maladies, accidents, violences internes et suicides. Malgré le nombre énorme de travailleurs, la productivité du système était faible comparée à la main-d'œuvre libre. L'affaiblissement physique des prisonniers empêchait de maintenir des rythmes de travail soutenus et de nombreux projets se sont avérés inefficaces ou échoués. La vie quotidienne dans les camps a généré des mécanismes informels de survie. Une économie parallèle basée sur le troc s'est développée. Petits objets, fragments de vêtements ou rations supplémentaires circulaient comme une monnaie alternative. Ces échanges permettaient d'obtenir des avantages minimes, comme un morceau de pain supplémentaire ou une tâche moins épuisante. La correspondance avec l'extérieur était rigoureusement censurée. Les lettres devaient éviter les références aux conditions réelles, à la mortalité ou aux punitions. Les familles recevaient des messages standardisés, ce qui cachait la réalité du système derrière une façade de normalité. Le goulag n'était pas seulement un instrument répressif, c'était aussi un dispositif d'ingénierie sociale. Son impact dépassait les prisonniers et atteignait la société soviétique dans son ensemble. La menace de finir dans un camp de travail servait de rappel permanent des limites imposées par l'État. L'ampleur du système a transformé la peur du goulag en un facteur quotidien de discipline sociale, présent au-delà des murs et des barbelés qui le formaient. Le 23 août 1939 a été signé à Moscou le pacte de non-agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Le texte public
contenait des clauses de neutralité mutuelle, mais les protocoles secrets annexes établissaient un partage territorial de l'Europe de l'Est. La Pologne serait divisée entre les deux pays le long des rivières Narew, Vistule et San, tandis que la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Bessarabie passaient dans la sphère soviétique. L'accord reflétait une convergence temporaire d'intérêts, plus pragmatique qu'idéologique. Le 1er septembre, l'Allemagne a envahi la Pologne depuis l'ouest. Le 17 septembre, l'armée rouge est entrée par l'est, respectant les termes convenus. L'occupation soviétique des régions orientales a impliqué la déportation immédiate de centaines de milliers de personnes. Les fonctionnaires, les officiers et leurs familles ont été transportés dans des trains à bestiaux vers la Sibérie et l'Asie centrale, dans des conditions qui ont causé un grand nombre de morts pendant le trajet. L'objectif était de désorganiser toute résistance organisée possible dans les territoires incorporés. Au printemps de 1940, le NKVD a exécuté plus de 20 000 officiers, policiers, intellectuels et membres de l'élite polonaise. L'opération, planifiée de manière centralisée, a eu pour scène divers lieux, parmi lesquels Katyn est devenu le plus connu. Les prisonniers ont été transférés depuis des camps d'internement et exécutés par des tirs dans la nuque. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes, cachées avec de la terre et de la végétation. Pendant des décennies, la responsabilité a été attribuée aux Allemands, à travers des documents falsifiés et des témoignages préparés. Ce n'est que jusqu'à 1990 que l'État soviétique a officiellement reconnu l'auteur du NKVD. Dans les États baltes, après l'occupation soviétique de 1940, des politiques similaires ont été appliquées. Des milliers d'Estoniens, de Lettons et de Lituaniens ont été arrêtés et déportés. En juin de 1941, peu avant l'invasion allemande, une grande opération a eu lieu qui a envoyé des dizaines de milliers de personnes en Sibérie et au Kazakhstan. Le schéma était le même, transport dans des trains de marchandises pendant des semaines, sans nourriture adéquate ni conditions minimales d'hygiène. La guerre d'hiver contre la Finlande, entre 1939 et 1940, a montré les faiblesses structurelles de l'armée rouge. Les purges militaires des années précédentes avaient éliminé une grande partie des officiers expérimentés. Le manque de préparation des commandements a généré des pertes très élevées. Malgré la supériorité numérique, les Soviétiques n'ont pas réussi à obtenir une victoire rapide et ont payé un prix très élevé face à un adversaire de taille inférieure, mais avec des stratégies efficaces de défense. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa. Malgré les nombreux rapports de renseignement avertissant de l'attaque, Staline ignora les signes et interdit de préparer des défenses immédiates. Il considérait peu probable qu'Hitler prenne le risque d'ouvrir un front oriental alors qu'il combattait encore contre la Grande-Bretagne à l'ouest. La décision permit aux forces allemandes de progresser rapidement dans les premiers mois. Des millions de soldats soviétiques furent encerclés et capturés. La mortalité des prisonniers soviétiques dans les camps allemands dépassa les 80%, résultat de la faim délibérée, du manque de soins médicaux et des conditions de détention mortelles. Le régime a répondu par des mesures de discipline extrêmes. Le 28 juillet 1942, Staline a signé l'ordre 227, connu pour le slogan « Pas un pas en arrière ». Il stipulait qu'aucune unité ne pouvait se retirer sans autorisation expresse et créait des détachements de blocage composés de troupes du NKVD situées derrière les lignes de combat. Leur tâche consistait à arrêter et exécuter ceux qui tentèrent de fuir. Les archives documentent que plus de 150 000 soldats soviétiques ont été fusillés par ces unités, accusés de lâcheté ou de désertion. La bataille de Stalingrad, livrée entre août 1942 et février 1943, fut l'un des affrontements les plus destructeurs de la guerre. La ville fut dévastée après des mois de combat, maison par maison. Les pertes soviétiques dépassèrent le million entre morts, blessés et disparus. La population civile piégée souffrit de la faim et de bombardements constants. La victoire soviétique fut présentée comme un triomphe absolu du leadership de Staline et utilisée dans la propagande comme symbole de résistance nationale. Le récit officiel cachait qu'une grande partie de la résistance avait été maintenue par des menaces d'exécution contre les propres troupes. Le traitement des prisonniers de guerre soviétiques libérés après la contre-offensive
a révélé un autre aspect répressif. Beaucoup ont été envoyés dans des centres de filtration du NKVD où ils étaient interrogés pendant des semaines. Ils étaient considérés comme suspects de collaboration avec l'ennemi pour la simple raison qu'ils avaient survécu en captivité. Des dizaines de milliers ont été condamnés à des travaux forcés dans le goulag. La doctrine officielle soutenait qu'un véritable patriote devait résister jusqu'à la mort et ne jamais se rendre, de sorte que le retour vivant équivalait à un manque de loyauté. La logique a même atteint la famille de Staline lui-même. Son fils aîné, Yakov Djougachvili, a été capturé en juillet 1941. Les Allemands ont tenté de l'échanger contre des officiers de haut rang, y compris le maréchal Friedrich Paulus, capturé à Stalingrad. Staline a rejeté toute négociation. Il a soutenu qu'il ne changerait pas un soldat contre un maréchal et que son fils devait partager le sort de tous les prisonniers soviétiques. Yakov est mort en 1943 à Sachsenhausen. Les Allemands ont soutenu qu'il s'était suicidé contre une clôture électrifiée, bien que les circonstances n'aient jamais été claires. Son destin a été présenté de manière propagandiste à la fois par les Allemands et par les Soviétiques, chacun à des fins différentes. Au cours des dernières années de la guerre, les déportations massives de peuples accusés de collaboration collective avec l'occupant allemand se sont intensifiées. Les Tchétchènes, Ingouches, Kalmouks, Karachaïs et Balkars ont été déplacés vers des régions éloignées lors d'opérations réalisées en quelques jours. Les troupes du NKVD entouraient les villages, rassemblaient la population dans des centres de rassemblement et leur donnaient quelques minutes pour rassembler leurs affaires. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer étaient abandonnés ou exécutés. Les transferts s'effectuaient dans des trains à bestiaux pendant des semaines, avec des taux de mortalité très élevés. À leur arrivée dans les destinations, principalement en Asie centrale et en Sibérie, les déportés devaient construire de nouveaux établissements dans des conditions extrêmes. La mortalité au cours des premières années d'exil a été très élevée. En même temps, une campagne contre les Juifs soviétiques a commencé à se développer. Après la création de l'État d'Israël en 1948, la propagande officielle liait le judaïsme au cosmopolitisme et à la loyauté envers des intérêts étrangers. Des organisations culturelles juives furent fermées, des théâtres yiddish fermés et des écrivains arrêtés. Bien que ce processus s'intensifie après-guerre, ses bases furent posées dans les dernières années du conflit. La guerre a offert à Staline l'occasion de renforcer son contrôle interne par des déportations, la répression militaire et un durcissement de la discipline sociale. La victoire sur l'Allemagne a permis de présenter ces mesures comme nécessaires à la défense de la patrie, cachant le coût humain derrière le récit héroïque de la Grande Guerre patriotique. Le 23 février 1944 a commencé l'opération Lentille, dirigée par Lavrenti Beria à la tête du NKVD. Des troupes armées ont fait irruption dans des centaines de villages de Tchétchénie et d'Ingouchie, ordonnant à la population de se rassembler sur les places et dans les espaces ouverts. Hommes, femmes, personnes âgées et enfants ont été chargés dans des camions et transportés vers des gares ferroviaires. Plus de 400 000 Tchétchènes et Ingouches ont été déportés vers le Kazakhstan et le Kirghizistan en quelques jours. Le transport s'est effectué dans des wagons à bestiaux sans ventilation ni chauffage, avec des familles entassées pendant des trajets pouvant durer jusqu'à 3 semaines. Le manque d'eau, de nourriture et de soins médicaux a causé des milliers de morts en transit. Des témoignages recueillis après la chute du régime documentent des villages montagneux incendiés avec leurs habitants à l'intérieur pour éviter l'évacuation dans des terrains difficiles d'accès. Dans certains secteurs reculés, les équipes du NKVD ont opté pour l'élimination directe de communautés entières au lieu d'organiser des transferts complexes. Aucun de ces épisodes n'a été reflété dans les rapports officiels. Le modèle de responsabilité collective s'appliquait sans distinction d'âge, de sexe ou de conditions sociales. En mai 1944, la même logique s'est appliquée aux Tatars de Crimée. En à peine 3 jours, environ 200 000 ont été expulsés sous l'accusation de collaboration avec l'occupant allemand. La mesure a touché de manière indiscriminée les combattants de l'armée rouge et les civils de la même manière. Les déportés ont été envoyés principalement en Ouzbékistan, où le manque de logements, d'eau potable et de services médicaux a provoqué une mortalité proche de 40% durant les premières années. Les enfants et les personnes âgées étaient les plus vulnérables.
La déportation s'est accompagnée d'une campagne pour effacer l'identité tatare. Mosquées fermées, cimetières profanés, livres brûlés, toponymes changés et propriétés redistribuées entre colons russes et ukrainiens. Les Allemands de la Volga avaient été déportés en 1941, dans les premières semaines de la guerre contre l'Allemagne. Plus de 800 000 personnes furent envoyées en Sibérie et en Asie centrale, accusées de constituer une cinquième colonne. L'opération marqua un précédent qui se reproduirait dans les années suivantes. En décembre 1943, ce fut le tour des Kalmouks, peuple de tradition bouddhiste établi dans la région basse de la Volga. Environ 140 000 personnes furent déportées en Sibérie, leur république autonome fut dissoute et les temples bouddhistes détruits. En 1943 et 1944 furent exécutées des déportations similaires contre les Karachais et les Balkars, dont les territoires montagneux furent repeuplés de colons étrangers, détruisant les économies locales basées sur l'élevage. En 1949, les Grecs pontiques ont été déportés sous des accusations d'espionnage en faveur de la Grèce. Près de 100 000 personnes ont été transférées en Asie centrale. Cela a entraîné la perte d'un savoir-faire traditionnel de navigation et de commerce maritime qui s'était transmis pendant des siècles sur les côtes de la mer Noire. La dispersion forcée a impliqué la rupture de communautés historiques établies depuis les temps classiques. Les opérations de déportation suivaient un schéma commun. Elles étaient exécutées en hiver, profitant du climat adverse pour compliquer les résistances. Le NKVD entourait les villages pendant la nuit et rassemblait ses habitants à l'aube. On accordait moins d'une heure pour rassembler des affaires minimales. Les malades graves et les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer étaient abandonnés ou exécutés chez eux. Les animaux domestiques et les récoltes restaient sans soin et l'abandon contribuait à la pénurie dans les régions de destination. Les voyages dans des wagons fermés duraient des semaines. Un seau servait de latrine pour des dizaines de personnes et l'accès à l'eau était limité à des arrêts occasionnels. Les gardes interdisèrent de descendre, même lorsque le train restait immobile pendant de longs intervalles. À leur arrivée au Kazakhstan, au Kirghizistan ou en Sibérie, les déportés étaient installés dans des zones arides ou glaciales. Des terres incultes leur étaient assignées et ils devaient les transformer en champs productifs, sans outils ni semences. La supervision incombait aux fonctionnaires locaux qui, dans de nombreux cas, détournaient les fournitures officielles, aggravant la situation. La mortalité durant les premières années dépassait constamment 20% des déportés, atteignant des chiffres encore plus élevés parmi les Tatars de Crimée. La faim, les maladies infectieuses, l'exposition au froid et l'absence de soins médicaux étaient les principales causes de décès. L'impact culturel a été tout aussi profond. La rupture des communautés et l'interdiction des langues maternelles ont interrompu la transmission des identités collectives. Les enfants ont grandi dans des environnements où l'on parlait exclusivement le russe et ont perdu la connaissance de leur langue maternelle. Les pratiques religieuses ont été interdites ou sévèrement restreintes et la dispersion territoriale a empêché la préservation des traditions ancestrales. En parallèle, une campagne contre les Juifs soviétiques a été développée. Depuis 1948, après la création de l'État d'Israël, la propagande officielle a intensifié l'association du judaïsme avec le cosmopolitisme et les loyautés étrangères. Les théâtres en yiddish ont été fermés, les publications dans cette langue ont été interdites et les organisations culturelles ont été fermées. Le comité antifasciste juif, qui pendant la guerre avait mobilisé un soutien international, a été dissous et ses dirigeants arrêtés. À partir de 1949, une vague d'arrestations d'intellectuels juifs a commencé. Écrivains, acteurs, poètes et universitaires ont été arrêtés sous l'accusation de nationalisme bourgeois et de lien avec le sionisme international. Les interrogatoires, prolongés pendant des mois, ont eu recours à des tortures physiques et psychologiques déjà utilisées lors des purges précédentes. Le 13 août 1952, 13 écrivains et artistes juifs de premier plan ont été exécutés à Moscou. Cet épisode, connu sous le nom de la Nuit des poètes assassinés, a éliminé une génération de figures culturelles dont les œuvres ont été retirées des bibliothèques et dont les noms ont été effacés des encyclopédies. La persécution a culminé dans la soi-disant conspiration des médecins, initiée en 1952,
un groupe de médecins, pour la plupart juifs, a été accusé d'avoir empoisonné des dirigeants soviétiques et de préparer des assassinats d'autres hauts fonctionnaires. Les arrestations ont été réalisées avec une large couverture propagandiste, alimentant un antisémitisme généralisé. Les accusés ont été soumis à des tortures pour forcer des aveux, tandis que la presse liait l'affaire à des organisations sionistes et à des services de renseignement occidentaux. Des documents postérieurs suggèrent que Staline prévoyait une déportation massive de Juifs vers la Sibérie ou l'Asie centrale. Suivant le même schéma appliqué à d'autres peuples, une campagne de propagande aurait été préparée pour présenter la mesure comme nécessaire pour les protéger de la supposée indignation populaire après la découverte de la conspiration. La mort de Staline, en mars 1953, a interrompu ces plans. Les médecins détenus ont été libérés quelques semaines plus tard. Les déportations ethniques et les campagnes anti-juives révèlent un schéma de répression basé sur la responsabilité collective. Des communautés entières ont été punies sous des accusations générales, sans procès individuel ni preuves spécifiques. Ces mesures ont modifié la composition démographique de vastes régions de l'Union soviétique qui ont été repeuplées avec des colons de nationalité considérés comme plus loyales. La conséquence a été la transformation irréversible de la carte ethnique du pays et la destruction de cultures enracinées depuis des siècles. Le 28 février 1953, Staline a célébré un dîner dans sa résidence de Kuntsevo avec les 4 hommes les plus influents de son cercle. Lavrenti Beria contrôlait l'appareil de sécurité, Georgi Malenkov occupait des postes clés dans le parti, Nikita Khrouchtchev dirigeait l'organisation à Moscou et Nikolai Boulganin était ministre de la Défense. La réunion s'est prolongée jusqu'à l'aube du 1er mars, dans une ambiance de tension dissimulée par la formalité. Les témoignages postérieurs ont concordé pour décrire une rencontre marquée par l'alcool, l'alternance de gestes de familiarité avec des épisodes d'irritation et le soulagement des invités à la conclusion de la soirée. Tout au long du jour suivant, Staline resta dans ses appartements privés. Les gardes personnels, habitués à attendre des instructions, n'osèrent pas l'interrompre malgré sa longue absence. La peur d'agir sans ordres explicites pesa plus lourd que l'inquiétude pour sa santé. Après plus de 12 heures, durant la nuit, ils vérifièrent enfin la chambre et le trouvèrent effondré au sol de son bureau, inconscient, après avoir subi une hémorragie cérébrale massive. Il gisait paralysé, avec des difficultés à communiquer, essayant de bouger une main et de suivre du regard ceux qui l'entouraient. Pendant des heures critiques, il n'a pas reçu de soins médicaux spécialisés. La récente persécution contre les médecins soviétiques avait décimé le corps professionnel et semé la méfiance parmi les survivants. Les médecins disponibles hésitaient à soigner le dirigeant, craignant d'être accusés de négligence. Lorsqu'une équipe est finalement arrivée, le diagnostic a confirmé une hémorragie étendue qui affectait des fonctions vitales. Les jours suivants se sont déroulés entre des épisodes de respiration irrégulière, de perte de conscience et de gestes frustrés de communication. Le décès a été enregistré officiellement à 21h50 le 5 mars 1953. L'annonce publique a été retardée pour que la direction organise la transition politique et prépare les mesures de contrôle. La réaction populaire fut diverse. Dans les villes où le culte de la personnalité de Staline avait été le plus intense, les foules exprimèrent un deuil spontané. Dans les territoires frappés par les déportations, la nouvelle fut reçue avec un soulagement silencieux, impossible à manifester ouvertement. Les funérailles furent organisées comme une démonstration d'unité. Le corps fut exposé à la maison des syndicats et, le 9 mars, transféré au mausolée de la Place Rouge. Des milliers se rendirent à Moscou en de longues files, mais le manque d'organisation provoqua des avalanches qui laissèrent des centaines de morts par écrasement, faits omis dans la presse officielle. Dans les premières années suivant son décès, le culte a continué. Monuments, portraits et cérémonies le présentaient comme l'architecte du socialisme et le vainqueur du fascisme. Cependant, la direction a discrètement entamé un processus de révision. Les références à son infaillibilité ont été graduellement réduites et un discours différent s'est progressivement imposé. En février 1956, lors du 20e congrès du parti, Nikita Khrouchtchev a prononcé un rapport réservé dans lequel il dénonçait les crimes commis sous le stalinisme,
Purges, exécutions massives, répression contre les cadres du parti et instauration d'un culte de la personnalité incompatible avec les principes proclamés. Le discours n'a pas été publié dans la presse, mais il a circulé parmi les dirigeants et a atteint l'extérieur. Pour la première fois, un leader soviétique reconnaissait officiellement l'ampleur de la répression. Les chiffres des victimes du stalinisme ont fait l'objet d'estimations variées. La plupart des études académiques situent les morts directes entre 15 et 20 millions, résultant d'exécutions, de famines provoquées, de déportations et de mortalité dans les camps de travail. Des millions supplémentaires ont souffert d'emprisonnement, d'exil interne ou de persécutions politiques. L'impact démographique a été visible dans des régions entières. L'Ukraine a perdu une grande partie de sa population rurale pendant la famine des années 30. Des peuples du Caucase et d'Asie centrale ont vu leur communauté réduite après les déportations, et l'intelligentsia a été décimée par les purges des années 30. Les conséquences ne se sont pas limitées aux chiffres de mortalité. Des générations ont grandi dans un environnement de méfiance, d'autocensure et de peur de la délation. La délation est devenue un outil de survie et a détruit les liens familiaux et communautaires. Le silence sur les expériences traumatiques a été transmis des parents aux enfants comme une forme de protection. En même temps, la répression a altéré les structures culturelles. Des communautés entières ont perdu leur langue, tradition et mémoire collective. L'ouverture partielle des archives après la dissolution de l'Union soviétique a révélé la bureaucratisation de la terreur. Des listes d'exécutions avec signature, des ordres d'arrestation par lot, des correspondances entre fonctionnaires sur les quotas de répression. Des documents qui ont montré qu'il ne s'agissait pas d'excès isolés, mais de politiques délibérées. Les preuves ont confirmé que le système reposait sur des décisions centralisées et des mécanismes administratifs qui donnaient une apparence de légalité à des pratiques d'extermination. Le débat historiographique ultérieur a abordé la nature du régime. Certains l'ont interprété comme une dictature personnelle reposant sur le contrôle absolu d'un individu sur l'appareil d'État. D'autres l'ont analysé comme le produit de structures institutionnelles opérant avec leur propre logique, indépendamment de la personnalité du dirigeant. La discussion a inclus le rôle de l'idéologie, utilisée pour justifier la violence comme moyen nécessaire pour la construction du socialisme et la défense contre les ennemis internes et externes. Ce récit a légitimé la participation de fonctionnaires à tous les niveaux, qui exécutaient des politiques répressives présentées comme un devoir révolutionnaire.